Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans un décor de rêve pour vous parler enfin du premier projet Poisson Rouge aux États-Unis. Le premier projet s'est passé à New York. J'ai rencontré Dan Cohen. Qui est Dan Cohen? Dan Cohen, je prends mes notes. Dan Cohen, il a été bénévole dans des structures qui accueillent des personnes âgées et notamment il faisait des playlists pour les résidences et il s'est intéressé à ça. Il a vu tout le bénéfice qu'il y avait à proposer des morceaux personnalisés pour les personnes âgées. Ça lui a donné envie de créer une ONG qui s'appelle Music and Memory, qui a pour mission de soutenir et de défendre l'accès à la musique à toutes les personnes, peu importe leur niveau cognitif. C'est pour ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui aux personnes atteintes de démence et notamment des démences de type Alzheimer. Et pour accomplir cette mission, ils proposent notamment du support aux structures, de la formation pour les soignants. Ils font aussi des interventions à domicile, c'est pas uniquement dans les institutions. Et ils sont localisés dans 5000 lieux, notamment aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Australie, en Israël, en Afrique du Sud et ils ne sont pas en France. On y reviendra un petit peu plus tard. J'ai découvert Music and Memory par le film Alive Inside. J'en ai déjà parlé un petit peu sur le blog du film Alive Inside. Ça m'intéressait de savoir d'où ça venait ce film. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Dan partait faire ses petites sessions de bénévolat dans les structures, il disait à sa famille, bon ben j'y vais, ciao. Et puis tout le monde lui répondait, non mais tu fais écouter de la musique quoi. Et il disait non, c'est plus que ça. Et les gens ne comprenaient pas. Il avait vraiment du mal à expliquer, à mettre des mots sur les bénéfices qu'il avait. Donc il a contacté un réalisateur et ensemble ils ont passé une après-midi, une première après-midi pour filmer ça avec Henri. Henri est atteint de démence de type Alzheimer depuis près de 10 ans. Il vit en institution et il est vraiment enfermé dans son monde. On voit que ça le réveille et il arrive à répondre à des questions et à reconnecter avec les soignants grâce à la musique. Donc à la fin de l'après-midi, ils se sont dit on peut pas s'arrêter là, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on rencontre d'autres personnes et il faut qu'on fasse un vrai film. Ce qui est particulièrement intéressant avec ce projet, c'est la vision qui est développée par Dan Cohen et par son équipe. La vision, c'est très simple. Une journée, c'est long. Comment est-ce qu'on peut faire pour rendre cette journée, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, meilleure pour les résidents? Pour cette vision, il s'appuyait sur des statistiques. 90% du temps passé en résidence dans les structures de New York, c'est du temps où les résidents ne font rien. 50% des résidents à New York ne reçoivent jamais de visite. Jamais. Donc ça laisse énormément de temps libre. Et le raisonnement, c'est que n'importe quelle personne, même sans déficit cognitif, si jamais elle s'assoit quelque part et qu'elle attend que la journée passe avec pour seul rendez-vous quand est-ce que je mange et quand est-ce qu'on vient me laver, n'importe qui va décliner et va voir son état général se dégrader. Donc l'objectif, c'est de limiter ce temps où les personnes ne font rien sans être purement dans l'occupationnel. Et c'est ça la différence avec le projet de Music and Memory, c'est qu'on va aller personnaliser vraiment l'écoute de la musique. Et on en arrive enfin aux bénéfices qu'on peut espérer avoir avec l'utilisation de la musique. Un point très important qui me tient particulièrement à cœur, il n'y a pas d'études scientifiques aujourd'hui qui attestent, qui justifient tous les résultats, tous les bénéfices que je vais vous dire. Je suis tout à fait pour l'utilisation des sciences. Attention. Par contre, il y a un élément qui est très intéressant, c'est que en attendant que les études valident certains résultats, on peut quand même essayer des choses. Dan Cohen prenait l'exemple des télévisions. Il y a des télévisions dans toutes les chambres. Pourtant, il n'y a pas d'étude qui dit que les télévisions ont un effet positif pour la vie des personnes âgées. Il n'y a pas d'étude qui dit que regarder les informations qui sont un petit peu déprimantes le soir ont un effet négatif sur le moral des personnes âgées. On n'a pas besoin d'une validation scientifique pour dire qu'il faut une télé. Par contre, c'est important après de faire des études et de comprendre comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Mais n'attendons pas d'avoir 20 ans de recul universitaire pour mettre en place un projet qui fonctionne sur le terrain. Donc, les bénéfices constatés dans les 5000 implantations depuis les 5 dernières années. En gros, je prends ma liste parce qu'il y en a beaucoup. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la musique, et ça c'est prouvé scientifiquement, la musique permet
d'améliorer les relations et d'accélérer la relation à l'autre. Donc le fait d'avoir de la musique va permettre d'être un être plus sociable, et on sait que le bonheur réside dans la vie sociale. Deuxième point qui est très intéressant, c'est que l'utilisation de la musique va réduire l'agitation et la violence. Et à partir de là, il y a toute une liste de choses super positives qui en découlent. Tout d'abord, il faut savoir que beaucoup de médicaments donnés aux personnes atteintes de démence ont pour objectif de réduire l'agitation. Si la musique vient réduire cette agitation, ça permet aussi de réduire la prise de médicaments. Et ça amène aussi un avantage vraiment au niveau de toute la société, ça réduit les coûts, c'est que du positif. L'autre avantage de réduire l'agitation et la violence, ça va permettre d'avoir un environnement beaucoup plus serein pour les autres résidents. On n'y pense pas assez, mais avoir quelqu'un de violent dans la chambre d'à côté, c'est pas terrible pour les autres résidents. Moins d'agressivité, ça veut dire aussi moins de résistance aux soins, ça veut dire un travail plus agréable, et ça veut dire un gain de temps et de qualité. Et tout ça, c'est pas négligeable, ça fait partie des gros défis des EHPAD, on l'a vu récemment avec la grève des EHPAD, c'est une vraie problématique. On va donc améliorer la vie de la personne malade, on va améliorer la vie des autres résidents, on va améliorer également le quotidien des personnes qui travaillent dans ces structures, tout ça grâce à de la musique. C'est quand même pas mal. Autre élément qui est assez intéressant, c'est que Dan me disait que parfois les personnes avec atteint de démence, par exemple lorsqu'ils se fracturent le col du fémur, grand classique chez les personnes âgées, alors je sais pas si c'est le cas en France, il me semble pas, mais parfois on dit bon mais cette personne là de toute façon ça sert à rien qu'elle fasse de la réadaptation puisque elle ne pourra pas le faire puisqu'elle a une démence. Or c'est une grave erreur puisque les études montrent que justement les personnes atteintes de démence ont beaucoup plus de motivation et plus de facilité au moment de la rééducation. L'utilisation de la musique, on l'a vu, va pouvoir aider pour les soins et notamment pour les soins de rééducation. Autre utilisation possible pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson qui ont parfois des troubles de la marche. Le fait d'avoir de la musique avec un battement régulier, le BPM, le battement par minute dans la musique, va pouvoir donner un rythme et on constate des bénéfices et des effets super positifs sur les personnes qui ont des troubles de la marche. Avec une musique à un certain rythme, ils vont pouvoir suivre le rythme et ainsi améliorer leur marche. Tout ce dont je vous parle, ça permet aussi de maintenir l'autonomie et c'est ça le but premier. Il y a deux autres bénéfices qui m'ont particulièrement marquée et surprise, notamment la question du langage. On constate parfois chez les personnes atteintes de démence des troubles de l'élocution. Or, avec l'utilisation de la musique, on se rend compte que ce sont des gens qui vont passer de « je marmonne » à « je parle ». Et on va retrouver avec eux une vraie communication et un vrai dialogue. On le retrouve notamment avec Henri. Henri, après la séance d'écoute, Dan Cohen lui pose des questions, il répond par oui ou non. Et puis à un moment, il déclenche un petit peu et là, il fait des phrases. Et il raconte son enfance et il fait des vraies phrases beaucoup mieux articulées. Et on ne l'explique pas. Une nouvelle fois, ça ne s'explique pas, mais ça se constate. Et enfin, dernier bénéfice qui m'a particulièrement marqué aussi, c'est la question de la déglutition. Parfois, les personnes âgées ont des troubles de la déglutition. C'est-à-dire que ils vont avoir de la difficulté à avaler et le risque avec la difficulté à avaler, c'est que l'alimentation passe dans le mauvais tuyau. C'est qu'on a deux tuyaux ici, un qui est le système digestif et un qui est le système respiratoire. Ça part dans le système respiratoire, dans les poumons, infection, surinfection et on se retrouve avec des personnes hospitalisées, masque sur la figure parce que c'est tombé du mauvais côté. C'est quelque chose qui arrive très souvent et c'est pas terrible. Or, ils se sont rendus compte dans une structure dans le Wisconsin, ils se sont rendus compte que en mettant de la musique pendant les repas, ils diminuaient les cas de fausse route, c'est-à-dire l'alimentation qui part dans le mauvais tuyau et dans les poumons. Ils n'ont pas d'explication sur ça. Il y a des études, cette structure du Wisconsin travaille avec des universitaires pour justement comprendre comment ça fonctionne, mais il n'y a pas d'explication pour l'instant, il n'y a que du résultat et qui est plutôt pas mal. Vous l'aurez compris, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, mais on a quand même beaucoup de bénéfices avec l'utilisation de la musique. Avec autant de bénéfices, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de la musique partout ?
Très bonne question. Tout simplement parce que le changement organisationnel, ça prend du temps. Et je vous ai dit tout à l'heure que Music and Memory n'était pas implanté en France. J'ai demandé à Dan Cohen pourquoi, à son avis, c'était pas encore en France. Et il m'a dit que la France avait cette petite spécificité d'attendre que les autres essaient avant d'implanter quelque chose. Et c'est vrai qu'on est bon pour ça. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que certaines structures et certaines cultures attendent de constater les résultats des autres avant d'essayer. Et ce qui s'est passé aux États-Unis, la raison pour laquelle ils ont autant d'implantations aux États-Unis, c'est parce que les structures se sont renseignées et c'est beaucoup par le bouche à oreille que ça s'est développé. En France, il y a un peu plus de barrières. Il tient qu'à nous de les faire tomber. La difficulté aussi, c'est quand même le coût. Ce qui a beaucoup aidé le développement de Music and Memory aux États-Unis, c'est que le gouvernement, dans 25 États, a approuvé le programme et a subventionné le programme. Lorsqu'il y a une directive gouvernementale qui est mise en place et qui encourage un projet comme celui-là, c'est sûr que les administrateurs sont beaucoup plus enclins à le mettre en place. C'est ça aussi qui a facilité l'implantation. Il y a encore de nombreux défis qui attendent Music and Memory dans les années à venir. Le premier défi, c'est de s'implanter partout, atteindre 100%, c'est la mission, permettre à toutes les personnes d'avoir accès à la musique. Et le deuxième défi, c'est aussi d'assurer une continuité d'accompagnement par la musique. Si dans une structure, une personne âgée fait une chute, on sait que la musique a des effets bénéfiques, par exemple, sur ses troubles de la déglutition. Lorsque la personne va partir en hospitalisation, si les soignants ne sont pas informés et ne sont pas formés pour continuer le programme, on va se retrouver avec une personne qui va avoir à nouveau des troubles de la déglutition en hospitalisation et on revient en arrière. Donc l'un des gros défis de Music and Memory, c'est de travailler sur la continuité de l'accompagnement, peu importe où la personne se trouve. C'est un gros défi. Ce qui me plaît particulièrement avec ce projet, c'est que ça permet de rappeler que les personnes atteintes de démence de type Alzheimer ou d'autres démences n'ont pas le système émotionnel qui est bloqué. Ce qui est bloqué, c'est la porte d'entrée pour accéder à ces émotions. L'utilisation de la musique est une nouvelle porte d'entrée pour créer cette interaction avec la personne et pouvoir connecter avec son système émotionnel. Vous l'aurez compris, l'utilisation de la musique dans certaines conditions et pour certaines personnes peut faire des miracles. Ça coûte rien d'essayer. Ce qu'on retiendra, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre la science pour mettre de la musique. La deuxième chose, c'est que les personnes atteintes de démence ne sont pas hermétiques aux émotions. Il faut juste réussir à les reconnecter. Et enfin, ce n'est pas trop une question d'argent, un petit peu, mais ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est surtout une question de motivation. Donc il faut réussir à trouver les bons leviers pour amener toute une équipe pluridisciplinaire à implanter ce projet, à faire le suivi de ce projet, et ça permet d'avoir des résultats assez incroyables. Je vous encourage à aller regarder le film Alive Inside qui est disponible sur le site internet. N'hésitez pas à aller sur leur site, à suivre, à les soutenir, et nous on se retrouve très vite pour le deuxième projet du projet Poisson Rouge aux États-Unis. Bye bye.